pour aujourd'hui, on voulait vous proposer donc, de vous parler du recensement de la population, vous rappeler un petit peu quelles étaient les règles d'usage sur cette source de données. Donc, on va faire ça en 4 temps. D'abord, un premier rappel sur le fonctionnement global du recensement de la population. Ensuite, Laura vous présentera une partie plus spécifique sur les différences entre l'exploitation principale et l'exploitation complémentaire. Audrey vous parlera de la prochaine diffusion des données du RP 2023 qui aura lieu en juin. Et enfin, je vous parlerai un petit peu de la suite à venir, c'est-à-dire la diffusion en fin d'année avec le fait qu'on va gagner 1 an sur les millésimes du recensement. Donc tout d'abord, le fonctionnement du recensement de la population. Je pense que beaucoup d'entre vous commencent à avoir compris un peu le fonctionnement, mais c'est toujours bien de le rappeler. Donc ça fonctionne sur le mode d'une enquête. Donc il y a toute une phase de préparation de la collecte qui a lieu 1 an avant l'année de la collecte. Ensuite, en janvier-février, donc c'est la phase où l'INSEE travaille avec les mairies pour réaliser les enquêtes annuelles de recensement. Entre février et juin, toutes ces données-là vont être traitées pour pouvoir diffuser ensuite des premières estimations de population et surtout les populations de référence qui sont les populations importantes au niveau législatif, donc en fin d'année, voilà, chaque année en décembre. Et enfin, en juin et octobre, ce sont la diffusion des résultats statistiques plus détaillés qui sont livrés. Donc avec du coup 1 an de plus, quoi. Alors il y a donc une collecte qui se réalise en fonction de 2 types de communes, les communes de moins de 10 000 habitants et les communes de plus de 10 000 habitants. Donc pour les petites communes, le recensement a lieu tous les 5 ans de manière exhaustive. Et pour les grandes communes, c'est sous forme de sondage où tous les ans, on va échantillonner environ 8% de la population pour répondre à l'enquête de recensement. Donc, pour fabriquer des populations de référence, on interroge à la fois les logements ordinaires qui vont représenter la quasi-totalité de la population, mais également ce qu'on appelle les communautés, qui va regrouper tout ce qui est internat, maisons de retraite, etc. Et également les habitations mobiles et les personnes sans abri. Donc, pour les communes de moins de 10 000 habitants, ces collectes sont faites, comme je vous l'ai dit, tous les 5 ans de manière exhaustive. Pour les communes de 10 000 habitants, la méthode par sondage est réalisée sur les logements ordinaires. Et par contre, sur les communautés et les habitations mobiles et les sans-abri, c'est réalisé de manière exhaustive tous les 5 ans. En fait, on réalise des groupes de communes pour répartir en fait sur 5 ans les collectes exhaustives. Donc, pour arriver à nos populations de référence, il nous faut du coup, du fait de la méthode par sondage des grandes communes, il nous faut 5 années pour arriver à une collecte déjà de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants et aussi à un échantillon suffisamment important de collecte pour les communes de 10 000 habitants ou plus. Donc là, les années sont un petit peu vieilles sur mon petit schéma, mais c'est volontaire, c'est pour pas que vous ayez l'année 2021 qui est une année un petit peu perturbée du fait du Covid. Donc, par exemple, pour avoir donc, les populations de référence de 2016, on a dû collecter 5 années, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. Et à partir des collectes de ces 5 années-là, on va pouvoir calculer des populations de référence dont l'année de référence est l'année médiane du cycle, donc 2016. Alors, pour être un peu plus dans le détail, donc on a 5 groupes de communes en fait en fonction des années où on recense les communes de moins de 10 000 habitants ici pour ce cas. Et suivant l'année
où la commune a été recensée. On va faire ce qu'on appelle une extrapolation pour prolonger en fait les résultats et qui collent à l'année 2000, enfin, à l'année médiane. Ou pour les communes qui ont été collectées en 2017-2018, on va faire une interpolation à l'inverse pour coller sur l'année 2016. Et c'est ce qui va faire qu'on va avoir l'année 2016 comme année de référence. Je rappelle tout ça, c'est surtout pour mieux comprendre le dernier point sur l'avancement en fait de la diffusion. Alors voilà, je passe la parole à Laura. Donc, exploitation principale vs exploitation complémentaire. Alors, donc l'exploitation statistique des questionnaires se fait en deux temps. Donc, d'abord, une exploitation qu'on appelle principale, qui porte sur l'ensemble du questionnaire et qui traite toutes les informations qui peuvent être codées aisément, donc qui sont faciles à renseigner avec que des cases à cocher, avec des menus déroulants, etc. Et on a également une exploitation qu'on qualifie de complémentaire. C'est des variables dont l'élaboration est complexe, c'est-à-dire où les participants peuvent écrire à la main, s'ils sont papier ou à l'ordinateur, la valeur enfin, le texte qu'ils veulent dans la case. Tout ce qui concerne le secteur d'activité, la profession, la catégorie socio-professionnelle. Et donc, toutes ces variables écrites à la main, on a besoin d'intervention humaine. C'est plus long et plus coûteux. Et donc, ça ne porte que sur un échantillon de questionnaires. Donc, par exemple, tout ce qui est case à cocher, comme par exemple, est-ce que ce logement appartient à un organisme d'HLM? Ça, c'est facile. Tout ce qui est libellé de lieux géographiques et des nationalités, c'est facile, donc c'est codé automatiquement et ça fait partie de l'exploitation principale. Alors que toutes les questions qui sont quelle est votre profession principale, quelle est l'activité de l'établissement, etc., qui sont des cases blanches où les personnes écrivent ce qu'elles veulent dedans, c'est codé automatiquement et quand il y a des rejets, c'est repris manuellement. Donc il y a une intervention humaine pour ces réponses, ces questions-là. Et donc c'est impossible de faire l'intervention humaine sur la totalité des réponses. Donc il n'y a qu'une partie des réponses qui sont recodées et ce qu'on appelle l'exploitation complémentaire. Alors, donc dans l'exploitation complémentaire, il n'y a pas toute la population. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, donc les grandes communes, c'est tous les questionnaires qui sont repris, donc qui sont dans l'exploitation complémentaire. Donc on a dit que c'est 8% tous les ans, 40% tous les 5 ans. Et donc là, 40%, on reprend la totalité des 40%, donc des ménages pendant 5 ans. Alors que les communes de moins de 10 000 habitants, vu que ça fait beaucoup, 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 c'est impossible de reprendre, de recoder toutes ces variables à chaque fois. Donc, on reprend que 20% des ménages. Pour les communautés, c'est également 20%. Habitation mobile et personnes sans abri, donc c'est 20% pour les moins de 10 000 habitants et la totalité pour les plus de 10 000 habitants. Et les bateliers, vu qu'ils sont assez très faibles, c'est la totalité. Donc, ce qui fait que on voit bien que dans l'exploitation complémentaire, il n'y a pas toute la population. Il n'y a qu'une partie pour les moins de 10 000 habitants. Alors, c'est quoi les avantages et les inconvénients d'utiliser chaque exploitation? Donc, l'exploitation principale, on a dit qu'il y a une précision supérieure parce qu'elle est sur la totalité des réponses. Et la précision est surtout plus importante pour les communes de moins de 10 000 habitants parce elle est sur la totalité des habitants, de la population. Mais ça ne permet pas d'avoir toutes les variables. Comme on a vu avant, quand il y avait des champs libres, ben, on ne les a pas dans l'exploitation principale. Au contraire, l'exploitation complémentaire, elle ajoute des variables qu'on peut qualifier de nouvelles, donc les résultats sont plus complets. Et également, elle améliore la qualité de certaines variables qui sont déjà présentes dans l'exploitation principale. Mais vu que c'est que sur 20% des réponses des communes de moins de 10 000 habitants, ça ne porte que sur un échantillon, un échantillon. Donc, cette exploitation complémentaire est à utiliser uniquement sur les territoires assez grands, donc territoires de moins de 2000 habitants, parce qu'ils sont significatifs pour des zones qui sont assez grandes, de taille suffisante, vu qu'on prend que 20% des questionnaires.
Alors, comment choisir? Comment choisir quelle exploitation on prend entre la principale et la complémentaire? D'abord, il y a donc ces trois grandes questions à se poser. Quelle est l'origine des variables? Qu'est-ce qu'on veut regarder? Est-ce qu'on veut regarder des variables classiques, entre guillemets? Si c'est des variables classiques, alors c'est exploitation principale. Si on a besoin de variables spécifiques, comme secteur d'activité, profession, catégorie socio-professionnelle, alors là, c'est obligatoire, c'est indispensable d'utiliser l'exploitation complémentaire, parce qu'elles ne sont pas dans l'exploitation principale. Ensuite, si on a besoin d'avoir certaines variables, si on a besoin d'avoir une très bonne qualité de la variable, donc tout ce qui est statut professionnel, tout ce qui est conditions d'emploi ou lieu de travail, ça a été recodé dans l'exploitation complémentaire, donc c'est de meilleure qualité dans l'exploitation complémentaire. Donc si on a besoin de ces variables-là, il vaut mieux utiliser l'exploitation complémentaire. Et ensuite, il faut se poser la question de la précision des données. Si on fait des analyses sur des toutes petites zones, surtout des communes de moins de 10 000 habitants, alors il y a une meilleure précision avec l'exploitation principale parce qu'elle concerne la totalité des questionnaires. Donc, à chaque fois, il faut se poser la question en fonction de ce qu'on veut faire. Il faut se poser ces trois questions-là pour savoir qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qui est mieux d'utiliser entre l'exploitation principale et l'exploitation complémentaire. Et si les deux exploitations sont mobilisables pour traiter le même thème, ben, faut mettre en rapport le gain de qualité obtenu avec l'exploitation complémentaire qui donne des variables supplémentaires, de qualité supplémentaire, mais en même temps, ça perd de la précision parce que ce n'est pas sur la totalité des ménages. Un petit conseil qui peut être intéressant, c'est par exemple pour avoir l'avantage des deux exploitations, par exemple, donner l'effectif de la population active à partir de l'exploitation principale et juste la structure par catégorie socio-professionnelle en pourcentage avec l'exploitation complémentaire. Comme ça, il n'y a pas les valeurs, mais il y a l'explication avec le pourcentage. Et pour finir, le lieu de travail, donc c'est un petit cas particulier. Le lieu de travail, il est recodé dans l'exploitation complémentaire, mais pas tout le temps, que pour certaines zones. Uniquement pour des lieux ambigus comme la Défense. La Défense est tellement énorme que ça a été recodé pour avoir précisément le lieu de travail. Ou quand un lieu de travail est à cheval sur plusieurs communes. Et donc, ça a un impact, ce recodage du lieu de travail, ça a un impact sur l'analyse des déplacements domicile-travail. Et donc, si on n'utilise pas de variables spécifiques de l'exploitation complémentaire comme le secteur d'activité, la catégorie socio-professionnelle, etc. Vaut mieux utiliser l'exploitation principale. Il y a moins d'imprécision des résultats et une plus grande variété de couples communes de résidence et communes de travail. Voilà pour moi. On passe la main à Audrey. Oui, donc on souhaitait évoquer aujourd'hui la diffusion du recensement 2023, hein, donc qui aura lieu, comme l'a dit tout à l'heure Isabelle, en juin prochain, parce que ça va être quand même une année charnière hein, pour la diffusion. On va en fait basculer tout le recensement hein, en ce qu'on appelle en métadonnées harmonisées. Donc en fait, on va diffuser l'intégralité des données dans le catalogue de données Mélodie, c'est quelque chose que vous avez entendu parler. Et donc, il va y avoir des changements, hein, notamment donc, tout ce qui est en fait variable que vous connaissiez. En fait, hein, on va du coup avoir des changements dans le nom. On va parler de dimension hein, dans Mélodie et en plus, donc, elles peuvent changer de nom. Donc, ça va être vraiment un grand changement pour les utilisateurs. Hein, donc, c'est pour ça qu'on voulait un petit peu accompagner en fait aujourd'hui, même si ça va être un petit peu bref, hein, mais ce sera aussi l'occasion d'échanger peut-être après sur les outils. Donc, il y a déjà des choses hein, qui ont été diffusées dans le catalogue de données Mélodie. C'est tout ce qui va correspondre en fait aux principaux indicateurs. Mais donc tout ce qui était dans les tableaux détaillés hein, du recensement, pour l'instant, c'était resté en fait dans les anciennes métadonnées. Donc en fait, en juin prochain, on va passer hein, de 19 datasets à 51 datasets dans le catalogue de données. Donc, ce qui va changer aussi, par rapport à Mélodie, hein, du coup, on va être sur ce qu'on appelle sur des croisements hein, uniquement, on peut aussi utiliser le mot de cube. Donc, on est sur des formats de données qui sont des formats longs et non plus larges. Donc, vraiment, il va y avoir un impact pour vous. Donc, ce qu'on va mettre à disposition, c'est des formats parquets. Hein, donc là, c'est un nouveau format. Sans oublier, on va voir le CSV et l'Excel.
Ce qui va changer aussi, c'est l'harmonisation de l'offre entre les communes. Donc, on aura potentiellement moins de tableaux sur INSEE.fr. On va revenir, il y a une diapo un peu après là-dessus, puisqu'il y a actuellement une offre qui peut être différente selon la taille de la commune. Donc, on a harmonisé un petit peu tout ça. Et puis, donc, à l'automne, on diffusera aussi les iris en métadonnées harmonisées. Donc, ça sera à la fois, enfin, aujourd'hui, c'est uniquement des bases de données. Ça va passer à l'automne, à la fois dans le catalogue de données Mélodie et aussi, donc, rester en fichier. Alors, ce qui ne change pas, c'est qu'on va mettre des données à disposition sur INSEE.fr, hein, donc tout ce qu'on appelle les tableaux dynamiques. Donc, vous choisissez un territoire et vous avez des tableaux tout près. Donc, ça ne change pas. Et du coup, c'est un petit peu transparent, hein, là, le côté base de données, métadonnées harmonisées, ça sera un petit peu transparent pour vous, puisqu'il n'y a que des libellés. Et on fournira encore hein, des formats CSV, donc là, qui sont par contre de vrais formats CSV, donc des formats longs. Et puis de l'Excel. Donc là, il y aura un petit peu de changement sur ces fichiers Excel. On a prévu de vous en montrer enfin, juste après là, pour voir un petit peu la différence. Alors par contre, ce qui ne change pas, et donc c'est tout ce qui est dans les fichiers détails et tout ce qui est les fichiers flux. Donc je ne sais pas si c'est des choses que vous utilisez. En tout cas, les fichiers détails vont rester en métadonnées historiques. Hein. Donc le nom des variables que vous connaissez restera une année de plus en vieille métadonnée, on va dire. Donc, je vais vous montrer les, les bases de données. Euh, donc, ce que vous connaissez sûrement, donc ça, c'est ce qui correspond aux principaux indicateurs. Hein. Donc, on retrouvera donc en juin prochain des onglets qui distinguent les communes des arrondissements municipaux, hein, avec un millésime par onglet. Ce qui a changé, c'est qu'en fait, on a retiré les lignes d'introduction. Il y avait 5 lignes qui étaient en haut, hein, qui permettaient de rappeler le titre, le champ, etc., la géographie. Donc ça a été retiré parce qu'on avait beaucoup de retours d'utilisateurs qui disaient que ça les gênait pour les traitements. Donc ça, on a retiré ça. Et puis, il n'y a plus donc de variables hein, en sens tel, puisque dans Mélodie, hein, dans le catalogue de données, ce n'est plus des variables, mais des croisements de plusieurs dimensions. Donc, du coup, on n'a pas la notion de variable. C'est pour ça qu'on a laissé uniquement le libellé. Donc, c'est ce qui est en fait en colonne, enfin en ligne 1 ici. Ce qui va subsister, c'est la documentation. Donc là, avec des petites notions sur l'utilisation et surtout des liens vers INSEE.fr. Il y avait un onglet pour ceux qui utilisent le plus hein, qui s'appelle Formule. Donc là, on l'a retiré de ce fichier Excel et on va le laisser sur INSEE.fr, enfin, ce qui sera en fait utile quel que soit l'outil, enfin l'outil qu'on utilise, hein, que ce soit le CSV, le Excel ou le parquet, ce fichier formule sera enfin, accessible pour tous. En fait, là, il fallait finalement ouvrir l'Excel pour avoir accès, ce qui n'est pas forcément logique. Donc voilà. Et puis donc on a un premier onglet métadonnées. Donc ça, c'est ce qui va peut-être être le plus, enfin qui va vous changer un petit peu. Hein. Du coup, on a regroupé dans ce premier onglet le titre, tout ce qui est champ, la source évidemment et surtout la géographie. Et puis vous avez en ligne hein, donc l'ensemble des variables, donc avec le libellé hein, surtout. Et on a fait une colonne qui permet d'accéder au catalogue. Et donc là, c'est un lien direct hein, vers le jeu de données dans lequel on peut trouver les données dans Mélodie. Avec, pour être aussi plus facile, hein, le filtre. Hop là, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc le filtre pour accéder à la donnée, décidément, c'est sensible. Voilà. Non, bon, ça va. Je vais juste essayer de déplacer légèrement. Hop. Voilà. Et donc, voilà. Donc ça, c'est un petit peu le. Donc là, ce que je vois pas ici, donc il y a un petit bug dans ma présentation là. Il y a une dernière colonne. Je pense que dans l'autre fichier que je voulais vous montrer, elle doit y être. En colonne, on vous met aussi dans la méthode donnée. Alors, j'espère que là, il n'y a pas de bug.
Voilà, on vous met en fait en colonne ici, la dernière colonne, l'ancien code, le code que vous trouvez actuellement. Euh, si je déplace ça, voilà. Ici, voilà. Donc on met en fait donc là l'ancien code, et donc vous aurez la possibilité de faire une table de passage hein, entre le libellé et l'ancien code. Donc là pour le TD, hein, c'est donc le tableau détaillé. Pour ceux qui utilisent, hein, c'est pareil. En fait, on a le libellé qui a de la variable avec croisé avec la référence du jeu de données dans le catalogue et le croisement pour arriver vraiment à la bonne. Et puis ici dans le voilà. Donc ça c'est un petit peu ce qui va changer en juin prochain. Alors je vais revenir ici. Tu l'avais mis en voilà. Mode plein écran. Bon. Alors voilà, donc là c'était souhaiter faire un zoom, donc comme je l'ai évoqué, il va y avoir un petit peu moins de tableaux sur INSEE.fr. En fait, aujourd'hui, pour les territoires les plus grands, il peut y avoir, et pour certains tableaux, il va y avoir en fait plusieurs versions d'un même tableau. Donc là, j'ai mis l'exemple sur emploi. Donc, on va avoir 4 versions de tableaux, d'un même tableau, parce qu'il va y avoir plus ou moins de détails selon la taille du territoire. Et donc, dans un objectif d'harmoniser un petit peu tout ça hein, entre les communes, on va avoir plus qu'une seule version de tableau, et donc qui va correspondre à ce qu'il y a dans l'Excel, hein, parce qu'aujourd'hui dans l'Excel, on fournit qu'une seule version. Et donc, ce qui était rendu possible, hein, savoir ces 4 versions, c'est ce qu'on appelle des groupes géographiques. Donc, c'était ces groupes-là qui permettaient de diffuser plus ou moins selon la taille. Et en fait, voilà, c'est un petit peu lourd à maintenir, donc on va passer qu'à un seul groupe géographique, c'est-à-dire que moins de 2000, plus de 2000. Donc, les communes qui ont moins de 2000 habitants n'auront que des chiffres, des principaux indicateurs, les chiffres clés, alors que les communes de plus de 2000 auront donc les chiffres clés plus des tableaux détaillés. Et c'est simplement ce seuil-là qui restera. Donc la conséquence, bon, c'est une harmonisation des données hein, selon les communes. Hein. Donc là, il y a vraiment une harmonisation aussi entre ce qu'on diffuse en tableau dynamique et par rapport à ce qu'il y avait dans les fichiers Excel. Donc là, c'est vraiment une cohérence de la donnée. Par contre, effectivement, il peut y avoir pour les très grandes communes, hein, donc pour vous, potentiellement moins de choses, puisqu'il y avait certains tableaux qui n'étaient disponibles qu'en HTML, hein, ce qu'on appelle donc en dynamique, et pas du tout dans les fichiers Excel. Alors pour terminer, on voulait aussi dire qu'il y avait quelques variables qui allaient changer, parce que dans le bulletin individuel, il y a eu des changements. Hein. Il y a des données il y a des questions qui sont apparues sur le télétravail notamment et sur la santé, mais aussi sur la nationalité. Et du coup, comme il faut maintenir ce recto verso, il faut faire des compromis sur d'autres questions. Et donc là, il y a eu des changements hein, dans les conditions d'emploi et le statut d'emploi. Et puis en plus, il y avait une volonté hein, des producteurs du recensement de vraiment séparer ces deux notions de condition d'emploi et de statut d'emploi. Donc la condition d'emploi change de champ. Donc jusqu'à présent, il y avait vraiment un certain nombre de modalités qui distinguaient donc par exemple, les CDI, des gens qui étaient en emploi aidé, mais aussi donc sur les non salariés. Hein, donc il y avait les 3 catégories de non salariés. Donc en fait, elle ne va plus que détailler les salariés. Donc on change de champ. Hein, donc on va vraiment faire attention. Il n'y aura plus que 2 modalités qui sont les CDI d'un côté et les autres contrats de l'autre. Donc ça, c'est pour la diffusion dès le juin prochain. Et on reverra la diapo d'après, hein, qu'il y aura d'autres changements, mais à l'horizon donc de 5 ans, parce qu'il faut finir un cycle hein, pour parfois pouvoir diffuser des choses. Donc sur le statut d'emploi, on a un petit peu la même chose. Hein, donc jusqu'à présent, donc ce statut d'emploi détaillait les salariés d'un côté, et par contre, elle détaillait les non salariés. Et donc là, il n'y a plus que salariés et non salariés. Hein, il n'y a pas le détail
C'est juste, enfin, il n'y a pas de détails en fait dans les non-salariés. Donc, on perd un peu d'informations là-dessus. En fait, dans le questionnaire actuellement, ils ont fait simplement deux modalités qui sont les indépendants et les employeurs et les aides familiaux à part. Les aides familiaux étant vraiment un tout petit groupe, en fait, il n'y a pas vraiment d'intérêt. En tout cas, ça n'a pas été jugé comme ça, hein. Donc, la diffusion, en fait, on regroupera ces trois items de non-salariés en une seule. Pour les diplômes, on a aussi un peu de modifications, hein. Donc, si vous utilisez les fichiers Excel et donc les tableaux dynamiques, on agrégeait déjà les choses. Mais pour ceux qui utilisent les fichiers détails, hein, on aura moins d'informations sur toutes les personnes qui sont non diplômées ou moins diplômées, hein. Les trois premières modalités sont regroupées en une seule. Euh, donc là, il va y avoir un petit peu de changement si vraiment vous utilisiez les fichiers détails. Donc, quand on aura terminé le cycle de 5 ans, hein, ce que j'ai évoqué, on aura d'autres changements, donc liés au temps partiel, où on aura la possibilité de distinguer les 80% des moins de 80%, enfin plus de 80, moins de 80%. Sur les diplômes, il y aura une autre conséquence sur la capacité en droit qui va être en fait séparée du baccalauréat, au niveau baccalauréat. Et donc, sur les conditions d'emploi, statut d'emploi, on va aussi avoir des choses sur euh, enfin, des petites distinctions sur les moins de 3 mois et plus de 3 mois pour les CDI. Et puis, il y aura des diffusions sur les binationaux, hein. Donc, on n'a pas encore d'informations sur ce qu'on pourra diffuser sur la binationalité, mais il y aura sûrement des choses dessus. Donc, pour accompagner un petit peu ce changement, hein, on a évidemment prévu une documentation sur INSEE.fr, hein. Il y a habituellement un PDF qui est fait avec l'ensemble des changements qui sont faits. On pensait un petit peu ajouter aussi un tuto, hein, donc une petite vidéo assez courte sur notamment l'Excel. On pourrait aussi en faire une sur la manipulation des jeux de données dans Mélodie. Donc voilà, donc ça c'est ce qui est prévu. Mais si vous avez évidemment des idées ou des besoins, on peut être preneur de ces informations pour vous aider à passer ce cap de la métadonnée harmonisée pour le refacement. Je te redonne la parole. Alors, je reprends la main parce que donc, il y aura donc, effectivement la diffusion en juin des résultats du recensement 2023. Et puis en décembre prochain, il n'y aura pas la diffusion des populations de référence 2024. On passera directement à la population de référence 2025. Donc, on gagne un an sur la diffusion. Donc là, l'idée, c'est de vous faire un petit point sur les questions que vous pouvez vous poser par rapport à ce changement, sachant qu'il y a une communication qui est prévue auprès des communes pour expliciter plus en détail ce changement. Alors, juste, donc, tout d'abord, en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui ne changent pas. La méthodologie, en fait, grosso modo, reste la même. C'est-à-dire que pour avoir une population, on va compter notre nombre de logements, compter le nombre de personnes qui sont dans les logements et faire donc des collectes exhaustives pour les moins de 10 000 habitants régulièrement. Et puis, une collecte par sondage pour les communes de 10 000 habitants et plus. Donc là-dessus, rien ne change. Ce qui change, en fait, c'est qu'on va décentrer le calcul des populations pour les communes de moins de 10 000 habitants. Donc, dans la première partie de la présentation, je vous ai expliqué qu'on regardait dans le cycle de 5 ans l'année médiane et que pour les deux années précédentes, on extrapolait les résultats pour se caler sur l'année médiane et pour les 2 années suivantes, on interpolait pour se recaler sur cette année médiane. Donc normalement, pour avoir en décembre les populations de référence 2024, on aurait extrapolé les enquêtes de recensement réalisées en 2022 et en 2023 et interpolé les enquêtes de recensement réalisées en 2025 et 2026. Donc là, ce qui va changer, c'est qu'on se décentre. Donc on va faire une extrapolation en plus
Grosso modo, c'est un petit peu la méthode qui avait été utilisée avec le fait que l'enquête de recensement de 2021 n'avait pas eu lieu. En fait, ça a permis de tester un peu aussi cette diffusion précoce. Donc là, on va extrapoler 3 années d'enquête, donc 2022, 2023, 2024, pour se caler sur l'année 2025. Et on va interpoler une seule année d'enquête qui sera 2026. Voilà, on va juste décentrer d'une année en faisant une extrapolation supplémentaire. On reste toujours sur cette histoire de cycle de 5 ans, en fait. Alors, pour les communes de 10 000 habitants et plus, c'est pareil, on va se décentrer d'un an. Donc, pour la méthode classique, normalement, enfin, donc en décembre 2025, on avait diffusé les populations de référence 2023 avec la méthode classique. Là, on se décale d'un an, mais en utilisant le même mode de calcul que actuellement, pour pouvoir calculer des populations de référence 2025 qui seront diffusées en décembre 2026. Alors, du coup, ce changement, on fait un décentrage, c'est pour pouvoir continuer nos cycles de 5 ans. C'est-à-dire qu'on utilise les 5 dernières enquêtes annuelles de recensement pour calculer les populations de référence. Dans le prolongement de fait, c'est ce qui servira aussi à produire les résultats statistiques qui seront diffusés l'année suivante, ainsi que tout ce qui est les livraisons de données individuelles. Ce qui ne change pas toujours, c'est le fait que le recensement de la population est dédié aux analyses structurelles. Donc certes, on avance d'un an, mais ça reste, la date de référence est basée sur 5 années d'observation. Donc tout ce qui est valable à l'heure actuelle restera toujours valable sur l'usage de ce recensement de la population. Donc, pour comparer un petit peu les deux cycles, donc pour les populations de référence de 2023, on les comparait avec les populations de référence de 2017. Alors, je vous ai tout le temps parlé d'un cycle de 5 ans. Là, c'était une comparaison avec 6 ans d'écart du fait qu'il n'y a pas eu d'enquête de recensement en 2021 à cause du Covid. Et c'est ce qui fait qu'on est obligé de comparer avec un an de plus. On est du coup de fait sur un cycle de 6 ans au lieu de 5 ans, mais avec toujours nos 5 enquêtes de recensement. Et du coup, pour 2025, cet écart de 6 ans est toujours d'actualité, puisque l'année 2021 est toujours dans notre cycle de notre période précédente. Donc, les populations de référence 2025 seront comparées aux populations de référence de 2019. Cet écart de 6 ans disparaîtra quand 2021 disparaîtra de nos schémas de cycle, en fait. Voilà. Concernant la précision, normalement, aucun changement, la précision sera du même ordre qu'actuellement.